chaque début de semaine, je suis venue au bois pour faire ma demi-heure de routine de connexion, pour me recentrer un peu après les week-ends qui sont toujours très intenses, parce que de l'agitation, parce que du monde. Voilà, c'est toujours des moments très chouettes et qui me ressourcent d'une certaine manière, mais de l'autre, moi je fais partie des personnes qui ont besoin d'avoir des moments de solitude aussi pour recharger les batteries. Et donc là, voilà, depuis le mois de janvier, j'ai instauré comme routine de venir tous les lundis matins pendant 20-30 minutes au bois avec mon café et de juste me faire ce petit moment pour moi. Bon, mon café est terminé, du coup je suis remontée et je vais me mettre sur l'ordinateur pour travailler. Je suis désolée, le son est pas très bon, j'ai oublié de brancher le micro, donc ça doit pas être terrible. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a un tapis de fleurs ici, c'est assez exceptionnel. Bon, les violettes sont parties, j'en ai ramassé quelques-unes pour faire de la gelée de violettes. D'ailleurs, si vous voulez avoir la recette et le pas à pas, vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai partagé ça là-bas. Il en reste un petit peu. Mais toujours, je ne vous ai pas présenté, c'est Mocha qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Mocha qui a été adopté en refuge évidemment et qui est encore un chaton puisqu'il a 5 mois à peu près. Et il fait partie de la catégorie des chats-chiens, ceux qui suivent partout, enfin voilà, il est vraiment tout le temps là. Mais voilà, c'est petit Mocha, le chat-chien du lieu. Bon, je viens de passer la matinée à retravailler sur le site de l'asso. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus avec Mathias, mais comme il y a plein de choses en même temps, on avait mis ça un peu de côté pour le moment. Et justement, j'avais fait la rédaction courant octobre-novembre 2025. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore établi le projet du jardin pédagogique. Donc là, j'ai réécrit quelques passages. J'ai notamment modifié des mots-clés sur certaines pages, des histoires de référencement et compagnie. J'ai aussi cherché des photos pour illustrer le site parce que je ne m'étais pas occupée de ça, je m'étais juste concentrée sur la rédaction. Et voilà, et je vais vous montrer rapidement un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Je ne sais pas comment ça ressortira à l'écran, mais voilà, grosso modo, là c'est la page destinée aux écoles et aux structures, donc ALSH, structures sociales, médico-sociales, petite enfance, etc. Et voilà, on en est au stade de relecture, de petites modifications dans les textes, de recherche d'images dans nos archives à nous, puisque comme ça fait 4 ans maintenant que l'asso existe, même si là ces derniers mois on fait plus d'accueil, on en a eu fait à un moment donné, donc on a l'avantage aujourd'hui d'avoir plein de photos pour illustrer le site internet et tous les supports. Voilà, donc j'ai fait ça ce matin et j'ai aussi retravaillé le dossier destiné aux écoles et structures, justement. C'est pour ça que j'étais sur cette page, qui est un dossier d'une dizaine de pages qu'on met disponible en téléchargement sur le site. Mais l'objectif, c'est surtout d'envoyer le dossier à toutes les structures aux alentours. J'ai fait une prospection, enfin je l'avais déjà fait il y a plusieurs mois, une liste avec toutes les écoles et toutes les structures à 25 minutes à peu près de la commune. Donc voilà, on est là-dessus, normalement, enfin on espère, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Le site internet devrait être en ligne d'ici la fin de semaine.
Et il est temps en fait parce que on s'empêche de faire de la communication, notamment par rapport à ça. Parce que c'est difficile de montrer ce qu'on fait quand on n'a pas de support. Enfin, on a des supports papier, mais on communique quand même pas mal via les réseaux. Et puis c'est toujours un peu la demande qu'ont les gens, et vous avez un site pour avoir toutes les infos. Donc voilà, on espère que fin de semaine il sera terminé. Il y aura des ajustements à faire, mais on s'est dit c'est pas grave, on mettra un site imparfait en ligne. Ce qui compte, c'est qu'il y ait au moins quelque chose à voir et un endroit où les familles et les structures peuvent avoir des infos. Maintenant, il est 14h, je me suis changée. On file tous les deux dehors pour avancer sur la clôture que nous n'avons pas du tout terminée. On s'était dit en une semaine c'est gérable, et ça aurait pu être gérable si on avait fait que ça, mais en fait on s'y est mis tous les jours à 15h pour un arrêt à 16h30, donc autant dire que on n'a vraiment pas passé beaucoup de temps dessus, et du coup on a encore pas mal de piquets à changer, des trous à faire, et surtout des portillons à placer et à continuer de créer. On s'attaque à ça cet après-midi, et on va essayer d'avancer efficacement. Au niveau du choix des piquets, on a choisi des piquets en acacia. Généralement, ce qui se fait, c'est châtaignier et acacia qui sont les bois les plus durables et costauds. Mais l'acacia est vraiment réputé pour être le plus solide, et il se trouve que nous avions un voisin juste à côté qui faisait des piquets en acacia pour vraiment pas cher. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller vraiment de regarder sur Le Bon Coin, ou de voir autour de vous avec le bouche à oreille dans le voisinage s'il y a des gens qui vendent des piquets, parce que là par exemple il nous les a vendus 3 € le piquet, alors qu'en magasin de jardinage ou bricolage, même les magasins spécialisés en équipement agricole, on était à 6 € le piquet à peu près, donc carrément le double. Du coup ça vaut vraiment le coup de passer entre particuliers, parce que quand il y a un certain nombre de piquets à changer, le prix peut quand même être bien élevé. Bon, ce matin, je me mets sur la déclaration préalable de travaux pour les 3 aménagements qu'il nécessite dans la prairie, c'est-à-dire le parking, l'abri et la serre, puisqu'on est sur des aménagements qui font entre 5 mètres carrés et 19 mètres carrés. En dessous de 5 mètres carrés, on n'a pas besoin de faire de démarche. Et à partir de 20 mètres carrés, c'est un dépôt de permis de construire. Et nous, là, entre 5 et 19, on est sur de la déclaration préalable, ce qui présente l'avantage d'avoir un délai d'instruction qui est court, puisque c'est seulement 1 mois, alors que le permis de construire, on est sur du 3 mois. Mais il faut quand même tout un tas de documents. Je pensais pas que ça serait... qu'il faudrait autant de pièces pour tout ça. Et je dois avouer que c'est le truc que j'ai dans la tête depuis plusieurs semaines, parce que j'ai commencé déjà. Il y a eu notamment le plan, je sais pas si on verra grand chose, le plan de l'abri qui a été posé, enfin le schéma on va dire. Toutes les mesures ont été prises, mais voilà, on a commencé il y a
3 ou 4 semaines et on avait mis ça de côté parce que comme le soleil était revenu, on s'était mis sur des chantiers en extérieur. Mais on est là actuellement le 10 mars et si on veut pouvoir étaler les travaux et organiser des chantiers, c'est bien qu'on le dépose cette semaine pour que courant avril, on ait l'autorisation ou pas, s'il y a des choses qu'on doit ajuster. Voilà, donc je me colle là-dessus à reculons parce que c'est vraiment le genre d'exercice, moi, faire des plans et tout ça, je suis une traumatisée de la géométrie à l'école. Et surtout, c'est pas tellement traumatisée, c'est que je suis convaincue que je suis une bille pour ça. Vraiment, j'ai tendance à m'auto-saboter sur ce genre de choses et à considérer que tout ce que je vais faire de toute façon, ce sera faux, je vais me planter dans les calculs, enfin voilà. Donc c'est un exercice pour moi, pas des plus passionnants, mais au moins ça m'oblige à m'exercer et peut-être que j'aurai la fierté d'avoir réussi. On verra. Allez, je m'y colle. Je fais une petite précision technique d'urbanisme parce que c'est des éléments à avoir en tête quand on se lance sur des projets d'aménagement comme ça. Nous ici, les parcelles sur lesquelles on veut faire des aménagements et même en fait l'ensemble du site sont classées dans le PLU, donc le plan local d'urbanisme qui est le plan qui organise le territoire. Et ici, on est même sur un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, donc un PLUI qui est intégré sur un projet plus large qui est celui de la communauté de communes. Ici, nos terres, sur le PLUI, les terres sont classées en zone agricole. Ce qui est souvent le cas quand on est sur des parcelles de prairies ou de bois, c'est soit de la zone agricole, soit de la zone naturelle. En zone naturelle, c'est plus difficile d'obtenir des autorisations quand on est des particuliers, parce que il y a des très grosses entreprises qui arrivent à obtenir des autorisations pour faire des projets énormes, comme par exemple élargir une voie de chemin de fer pour la SNCF, alors que ça va détruire des terres qui sont classées en zone naturelle. Mais de mémoire, il y a 3 motifs qui sont cumulatifs, il me semble, pour lesquels on peut obtenir une autorisation d'aménager ou de construire une zone naturelle. Mais en tant que particulier ou en tant que petite structure, c'est compliqué d'obtenir des autorisations pour des zones naturelles. Et tant mieux, c'est une bonne chose, il faut préserver ces zones-là. Ce qui serait bien, c'est que les dérogations qui sont données soient faites en respectant les avis des comités scientifiques, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui quand il y a des projets d'autoroute ou voilà, d'agrandissement de lignes de chemin de fer, etc. Bref, mais du coup, quand on a une zone naturelle, c'est compliqué de pouvoir faire des aménagements dessus. En général, on peut rien faire. Là, ici, nous, l'avantage, c'est que la prairie est en zone agricole, mais il y a quand même une contrainte, c'est qu'en zone agricole, on ne peut faire des aménagements que pour un projet agricole. Et ça tombe bien, puisque en parallèle des projets de l'ASSO, on développe un projet agricole. Donc voilà, on fait cette déclaration préalable sur une zone agricole parce qu'on a un projet agricole en parallèle. Sinon, ça serait compliqué de le faire passer. Et je le précise parce que je sais que parmi vous, il y en a qui font de la recherche de lieux pour développer des activités. Et si jamais vous procédez à des aménagements, il est super important de connaître la nature de la zone dans le PLU ou dans le PLUI de votre commune ou de la communauté de communes. Parce que peut-être qu'il y a des aménagements que vous ne pourrez pas faire simplement parce que la zone, elle est classée dans une certaine catégorie. Et ça, il faut l'avoir en tête. Bon, ça y est, la déclaration préalable est bien avancée. On s'y est finalement mis à 2 pour se répartir les pièces et avancer plus rapidement. Donc là, il nous reste juste à finaliser le plan de coupe, qui est finalement le plus technique, en tout cas pour nous. On n'a jamais fait ça, donc on y passe un petit peu de temps. Mais on termine ça dans la semaine et on enverra le dossier, on le met directement en ligne et ce sera bon. Du coup, là, je suis sortie pour me remettre sur les clôtures. Alors, on s'est rendu compte hier, après avoir fait le portillon, qui est imparfait, mais c'était notre premier et on a justement commencé par celui-là parce que c'est un portillon qui ne sera pas accessible au public. C'est uniquement nous qui allons l'utiliser. Donc
il est imparfait, on sait maintenant ce qu'on doit faire et ne pas faire et on fera mieux pour les 2 autres qu'on a à créer. Donc là, je vais essayer d'avancer un peu sur la clôture et notamment bouger des piquets puisqu'on on va décaler la clôture de quelques mètres à un endroit. Même si du haut de mon 1,57 m, planter les piquets avec la pioche, c'est pas si évident, mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Et puis si vraiment c'est trop difficile, je ferai autre chose et on s'y mettra à 2 quand Mathias sera disponible. Ici, il n'y avait vraiment plus rien qui tenait. Les agrafes, ça s'appelle pas des agrafes, j'ai perdu le nom précis, mais ce qui permet d'attacher le grillage au poteau était complètement rouillé et le grillage lui-même est tout rouillé. Du coup, ça s'enlève assez facilement, juste avec un petit coup de pince. J'arrive à sortir les agrafes. Et donc là, ce que je vais faire, c'est retirer tout ça et ça va déjà nous avancer, puisque ici, là, on va décaler un petit peu le grillage. Il va s'arrêter devant l'arbre, alors que là, il est 5 mètres avant, pour qu'on puisse bénéficier de l'ombre sur le jardin pédagogique, parce qu'il y a finalement assez peu de zones d'ombre, étant donné que le seul grand arbre qu'il y avait là, qui est un noyer, est mort depuis très longtemps. Donc comme on n'a pas beaucoup d'ombre, on a envie d'utiliser l'ombre de ce très vieux pommier, parce qu'il est plutôt tombant là et il va bien nous abriter, je pense, quand il fera chaud. Du coup là, sur la zone du pommier, il y avait il y a quelques semaines un gros roncier qu'on a enlevé. C'est le seul roncier auquel on touche sur le lieu, en tout cas pour le moment. Mais de manière générale, on est plutôt favorable à la présence des ronciers, surtout quand ils sont en bordure, parce que ça fait des super clôtures naturelles. Mais celui-là, comme il était 1 sur une zone de passage et 2 qu'on souhaitait décaler la clôture, on a fait le choix de l'enlever entièrement. Donc voilà, on est sur une zone qui est assez sèche actuellement, mais avec des arbres qui bourgeonnent. Donc on va avoir une belle ombre dans quelques semaines et ça va probablement redevenir vert assez vite. Ce matin, j'ai pris un petit temps pour répondre aux retours que j'ai pu avoir sur ma newsletter qui est partie ce matin à 7 h. Je suis grosso modo sur une fréquence d'une newsletter toutes les 2 ou 3 semaines. Et là, c'était sur les chouettes et les hiboux, avec des cartes de nomenclature que je partageais. C'est des supports que j'aime bien utiliser. Et j'y mettais également des idées d'activités à faire avec les enfants. Donc j'ai commencé par répondre à tous les retours que j'ai pu avoir sur la newsletter. Et ensuite, je me suis mise sur un projet de l'asso qu'on a et sur lequel on s'investit depuis le mois de décembre, qui est celui d'accueillir des professionnels de l'éducation et ou de l'environnement sur le lieu, sur l'année scolaire 2026-2027, pour proposer des stages et des formations que nous ne proposerons pas, puisque nous, on propose des formations autour de la pédagogie par la nature, mais il y a plein d'autres domaines dans l'éducation en plein air qui sont très très chouettes. Et notre souhait, c'est de partager ce lieu avec d'autres personnes qui partagent des valeurs similaires aux nôtres, mais qui ont leur domaine d'expertise, si je peux dire ça comme ça. Donc depuis le mois de décembre, on discute avec des collègues, on voit un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler. Et là, actuellement, on a déjà pas mal de formations qui sont en train de se dessiner. Je vous mets à l'écran les différentes thématiques de formation
qu'on a pour le moment prévues. Et moi, je suis super heureuse d'accueillir toutes ces personnes parce qu'en plus, ce sont des personnes dont j'admire profondément le travail et pour certaines avec qui j'échange depuis plusieurs années. Il y en a même que j'ai reçues dans le podcast. Donc, je suis vraiment honorée de pouvoir organiser ça et d'accueillir tout ce petit monde l'année prochaine. Mais du coup, tout ça, ça nécessite pas mal d'échanges, de visio, de coups de téléphone, des échanges de mails. Donc, je me suis mise là-dessus ce matin parce que j'avais mis ça de côté depuis plusieurs semaines et le temps avance, donc il ne faut pas non plus qu'on se fasse avoir par les semaines qui défilent. Voilà, c'était le programme de ce matin. J'ai aussi reçu, je vais aller le chercher, un ouvrage jeunesse qui m'a été envoyé par les éditions Pantera, qui ont une collection qui s'appelle Sauvageant, et donc dans laquelle ils ont publié des livres. Par exemple, il y a un livre sur la mousse, il y a un livre sur les crottes, sur le plancton, et là, ils sortaient un livre sur, pardon, je lis le petit mot qui m'a été glissé, et ils m'ont proposé de m'envoyer leur dernière sortie, qui est un livre sur les corvidés. Et alors déjà, le livre, quand j'ai reçu la maquette, je l'ai trouvé absolument superbe. C'est typiquement le genre d'illustration que j'adore. Le livre est écrit par Timothée Cantard et illustré par Louise Gouet, G-O-U-E-T. Et en plus, les corvidés, c'est un thème que j'aime beaucoup aborder avec les enfants parce que ce sont des oiseaux qui sont très communs, qu'on observe hyper facilement, que l'on soit en ville ou à la campagne. Et en général, ce sont des oiseaux que les enfants connaissent en dehors du pigeon. Les corvidés, les corbeaux, les corneilles, la pie bavarde, ce sont des oiseaux qui sont facilement reconnaissables et plutôt familiers aux enfants. Et en fait, la première fois que j'ai travaillé sur un atelier autour des corvidés, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres jeunesse autour du sujet. J'en avais trouvé un sur une pie, mais j'ai même plus le titre parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. J'ai dû le noter quelque part. Mais du coup, qui est un livre, alors c'est pas une histoire, hein, c'est un livre documentaire, mais ça vient remplir un manque, puisque dans la littérature jeunesse, on parle assez peu des corvidés. Voilà, donc je pense que je vais présenter l'atelier en question sur Instagram pour mettre en avant le livre. Ça ne m'a pas été demandé par les éditions, mais j'ai à cœur de le faire, et surtout les livres jeunesse. Moi, c'est très important dans ma pratique, et du coup, quand une édition me propose un livre comme ça, d'une belle qualité, j'accepte avec plaisir, et surtout, je mets avec grand plaisir en avant le travail. Donc, ça sera l'occasion de partager mon atelier sur les corvidés. Cet après-midi, on fait une pause sur la clôture. On n'est pas près de la terminer, cette clôture, je vous le dis. Non, mais on fait une pause pour venir travailler au bois, parce que le printemps arrive à grands pas et on aimerait se laisser la possibilité d'organiser 1 ou 2 événements d'ici cet été pour faire connaître l'association et faire connaître le lieu aux gens du coin. Je pensais notamment organiser une journée un peu portes ouvertes pour des structures, donc écoles, structures sociales, médico-sociales, les RPE, etc. Pour leur faire découvrir le lieu et leur donner envie de venir faire des projets ici pour l'année prochaine, puis aussi d'organiser une journée, un week-end plutôt destiné aux familles, pour qu'on se fasse un peu connaître dans le coin. Et pour ça, il faudrait qu'on ait avancé sur les aménagements, parce que c'est comme ça que les gens vont se projeter. Si on leur montre juste un bois avec un plan, ça va pas être beaucoup plus concret que ce qu'ils vont pouvoir voir sur le site internet. Donc, on aimerait pouvoir démarrer les aménagements dans les prochaines semaines, mais avant ça, il faut qu'on sécurise le bois, parce qu'actuellement, on a un bois qui a été laissé comme ça pendant plusieurs années, qui a fait sa vie. Et du coup, il y a beaucoup d'arbres qui sont morts mais toujours en place, certains qui ne présentent aucun danger, mais d'autres qui nécessitent d'être coupés parce qu'ils risquent de tomber. On a aussi beaucoup de branches mortes qui sont coincées dans les arbres et donc prêtes à tomber au moindre coup de vent. Donc tout ça, il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on le coupe. Évidemment, on ne va pas faire de coupe d'arbres, je dirais, inutile. L'idée, c'est vraiment surtout d'enlever les troncs morts qui sont menaçants,
mais de laisser tous les autres en place. Il y en a plein, ce qu'on appelle les chandelles, qui sont des arbres qui ont été coupés en deux. Ça, c'est des arbres qui globalement tiennent bien, mais il y en a d'autres et c'est notamment des noisetiers il y a pas mal de noisetiers qui sont morts mais toujours debout, mais voilà, qui s'appuient sur d'autres arbres et on préfère les faire tomber, les couper. On les laissera au sol ou nous on les utilisera pour créer des sentiers, mais voilà, dans l'espace où il y a beaucoup de circulation, on veut les enlever pour qu'ils ne tombent pas sur la tête d'un tout petit, parce qu'autant sur un adulte, un petit tronc d'arbre, ça peut passer suivant sa hauteur, autant sur un enfant de 2 ans, ça peut faire des dégâts. Donc là, cet après-midi, le programme, c'est de commencer à faire le diagnostic du bois. On aurait bien aimé le faire par une association qu'on a démarchée au mois de décembre mais qui est complètement débordée, donc ils ne sont pas en mesure de nous accompagner. Donc là, on va nous faire le point de notre côté, on va marquer tous les arbres, mettre de la ficelle parce que je n'ai pas d'outil de marquage. Je vais mettre de la ficelle partout où les arbres nécessitent une intervention. Ce qu'on peut faire nous-mêmes avec la tronçonneuse, on va le faire, mais pour ce qui est trop haut ou ce qui nous paraît trop périlleux, on fera venir quelqu'un qui est équipé pour grimper dans les arbres et surtout qui sait élaguer les arbres. C'est donc une mission qui va être un petit peu longue puisque on va faire arbre par arbre, vraiment chaque arbre va avoir son petit coup d'œil et ça concerne tous les arbres dans la zone qui sera libre à la circulation. Alors typiquement cet arbre-là, qui fait partie des plus hauts du bois et qui est dans l'allée centrale, donc un endroit qui va être pas mal fréquenté, et il fait des choses un peu bizarres. Alors c'est un peu à contre-jour pour vous, mais il y a des branches qui semblent cassées mais retenues par d'autres branches. C'est assez acrobatique comme manière d'être. Je pense que là, on va devoir faire venir quelqu'un parce qu'on peut pas monter dedans. Nous, déjà les premières branches sont très très hautes et en plus il faut être équipé quoi. Aujourd'hui, il pleut toute la journée. Du coup, je vais faire une journée ordi pour avancer sur des projets que je mène avec Pédagogie du Vivant en dehors de l'association. Et du coup, je vais rien avoir de bien intéressant à partager ici. Donc je vais arrêter la vidéo de cette semaine ici parce qu'en plus elle est déjà assez longue. Et le week-end comme le mercredi, ce sont des jours où je laisse la caméra éteinte. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais essayer de prendre l'habitude de le dire à chaque fois. Mais si vous avez envie de suivre cette aventure, l'évolution du lieu et puis tous les projets autour de la pédagogie par la nature que je mène ici, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de booster un petit peu les vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que là aussi l'algorithme aime bien quand il y a des petits j'aime. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.